Mes parents ont manqué ma remise de diplôme. Ils ont dit à ma famille que j'avais échoué. J'étais assise seule dans une pièce vide. Une entreprise de 24 milliards de dollars m'a trouvé. Ils m'ont offert 9 millions de dollars. Mes parents ne savaient pas j'avais été observé pendant 1 an. Je m'appelle Marlo Prescott. J'avais 29 ans le jour où j'ai traversé cette scène à Stanford pour recevoir mon 2e master. Et chaque personne autour de moi avait une famille qui acclamait son nom, sauf moi. J'avais réservé 4 places. Une pour mon père, une pour ma mère, une pour ma jeune sœur Camille, et une pour ma grand-mère décédée 2 ans plus tôt parce que les habitudes sentimentales meurent lentement. J'ai payé un supplément pour ces billets. Je les ai envoyés par la poste 3 semaines à l'avance. J'ai appelé ma mère la veille et elle m'a dit « Nous serons là, ma chérie. Ne t'inquiète pas tant. Tu t'inquiètes toujours trop. Ils ne sont pas venus. Pas un seul. Pas mon père qui avait l'habitude de dire aux invités du dîner que j'étais la plus intelligente de la famille. Un compliment qui était toujours aussi un couteau pointé vers ma sœur. Pas ma mère qui avait pleuré quand j'ai reçu ma lettre d'admission. Bien qu'en y repensant maintenant, je ne suis pas sûr que ces larmes étaient pour moi. Pas Camille, qui avait 26 ans et vivait encore dans la maison de mes parents à Sacramento, passant ses journées à publier des photos soignées de toast à l'avocat et des légendes sur l'amour de soi pendant que mes parents payaient ses factures de carte de crédit. Personne n'est venu. Je suis restée assise là, dans cette toge, après la fin de la cérémonie, dans cet auditorium qui se vidait, regardant les autres familles prendre des photos avec leurs diplômés, regardant les mères pleurer et les pères étreindre et les frères et sœurs tenir des fleurs. Et j'ai senti quelque chose en moi s'immobiliser doucement. Pas se briser, s'immobiliser, comme une horloge qui avait fait trop de bruit pendant des années et qui avait finalement décidé de s'arrêter. Je veux que vous compreniez quelque chose avant de vous raconter le reste de l'histoire. Je n'étais pas le genre de fille qui négligeait sa famille. J'étais le genre de fille qui envoyait des cartes d'anniversaire 1 semaine à l'avance. J'étais le genre de fille qui conduisait 8 heures pour rentrer à la maison pour Thanksgiving même quand j'avais des examens le lundi suivant. J'ai payé les factures médicales de mon père quand on lui a enlevé la vésicule biliaire en 2019. 12 000 $ que j'ai mis sur ma propre ligne de crédit parce qu'il m'a dit que l'assurance lui posait des problèmes. J'ai payé le loyer de Camille pendant 6 mois en 2021 quand elle a prétendu qu'elle avait du mal à trouver un emploi, ce qui s'est avéré vrai seulement dans le sens où elle ne cherchait pas. Je les aimais. Vraiment. Je les aimais comme on aime une maison où l'on a grandi. Même après que le toit commence à fuir, même après que les murs commencent à se fissurer, même après que les fondations commencent à s'enfoncer. Mes 4 chaises vides vous apprendront des choses sur votre famille que 30 ans de dîner ne vous apprendront jamais. Je suis restée assise dans l'auditorium pendant environ 40 minutes après le départ du dernier diplômé. Le concierge est entré avec son chariot et m'a jeté un coup d'œil, puis a continué à travailler tranquillement comme s'il comprenait que j'avais besoin d'espace. J'ai finalement sorti mon téléphone. 17 appels manqués, mais aucun de mes parents. Tous de tantes, d'oncles et de cousins. J'ai ouvert le premier message vocal. C'était de ma tante Delphine, la sœur aînée de mon père. Et sa voix était douce, avec une sorte de pitié que je n'avais jamais entendue de sa part. Marlo, ma chérie, dit-elle, je suis vraiment désolée d'apprendre pour l'école. Ne laisse pas ça te définir. Nous avons tous des revers dans la vie. J'ai fixé mon téléphone. Des revers? J'ai ouvert le message vocal suivant. C'était mon cousin Rowan, qui avait 2 ans de moins que moi et n'avait jamais fini ses études. Salut, Marlo, dit-il, maladroit et marmonnant. Ma mère m'a raconté ce qui s'est passé. Désolé que les choses n'aient pas marché avec ton diplôme. Si tu as besoin d'aide pour la suite, appelle-moi. J'ai ouvert le 3e. Mon oncle Bertram, le frère de ma mère. Marlo, j'ai entendu parler de la situation de la remise des diplômes. Ne te sens pas mal. Tout le monde n'est pas fait pour les diplômes supérieurs. Nous sommes tous quand même fiers de toi d'avoir essayé. Quelque chose a commencé à bourdonner dans mes oreilles. Pas encore de la colère. De la confusion. J'ai rappelé tante Delphine et elle a répondu à la 2e sonnerie. Oh ma chérie, dit-elle avant même que je puisse parler. Ta mère m'a appelé la nuit dernière. Elle m'a dit que tu avais échoué à ta soutenance de thèse finale. Elle a dit que tu étais trop gêné pour que quiconque vienne à la cérémonie, alors tu leur as dit de ne pas prendre l'avion.
Je comprends, ma chérie. Vraiment. Parfois, les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Je n'ai pas répondu pendant un long moment. Puis j'ai dit, tante Delphine, j'ai eu mon diplôme aujourd'hui avec mention. Ma thèse a été acceptée avec félicitations. J'ai invité mes parents. Ils ont dit qu'ils seraient là. Ils ne sont pas venus. Le silence à l'autre bout du fil a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Oh, a-t-elle finalement dit, oh, Marlo. J'ai raccroché. Je ne voulais pas de sa pitié et je ne voulais pas faire partie de la tempête qui allait s'abattre sur cette famille. Je suis restée assise là, sur le banc vide de l'auditorium, dans ma toge de diplômé, et j'ai enfin compris quelque chose que j'avais passé toute ma vie d'adulte à refuser de voir. Ma mère n'avait pas seulement oublié ma remise de diplôme. Elle avait activement dit à toute notre famille élargie que j'avais échoué. Elle avait construit une histoire pour que mon absence ait un sens pour eux, parce qu'il était plus facile de remodeler la réalité que d'admettre qu'elle avait choisi de ne pas venir. Et elle avait choisi de ne pas venir parce que j'apprendrais plus tard que ce même week-end était l'anniversaire de Camille. Et mes parents lui avaient organisé une fête à Sacramento avec un groupe de musique et une tente louée dans le jardin. Étage 40 invités qu'ils avaient invités pour célébrer le 26e anniversaire de leur fille cadette. 26 ans. Pas 30, pas 18, pas une étape importante. 26 ans. Je n'ai pas pleuré. C'est ça qui est étrange. J'avais l'impression que j'aurais dû pleurer et mon corps ne me le permettait pas. Je suis sorti de cet auditorium dans la lumière de fin d'après-midi et je me suis arrêté dans un petit café en face du campus et j'ai commandé un café noir et je me suis assise près de la fenêtre. Mon sac d'ordinateur portable était sur le siège à côté de moi. Ma toque de diplômé était sur la table. J'ai fixé cette toque pendant un long moment, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à répondre à des emails parce que c'est ce que font les gens comme moi. Nous travaillons. Nous continuons. Nous continuons à réussir. Nous continuons à prouver, même quand les gens à qui nous le prouvons ont décidé que nous n'existons pas. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un email qui était arrivé à 11h23 ce matin-là. Au moment même où je traversais la scène, l'objet disait « Félicitations du groupe Aldenveille ». J'ai failli le supprimer. Je pensais que c'était un email marketing ou une de ces arnaques au recrutement qui affluent pendant la saison des remises de diplômes, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. C'était peut-être le nom. Envil n'était pas un nom convoyé au hasard. Envil était l'une des plus grandes sociétés d'investissement privées en technologie et en infrastructure au monde. Mon professeur les avait mentionnés une seule fois lors d'un cours sur l'analyse des marchés émergents et il avait utilisé l'expression « valorisation de 24 milliards de dollars » et je l'avais souligné dans mon cahier parce que c'était le genre de chiffre qui ressemblait plus à un mythe qu'à un fait. L'email faisait 3 paragraphes. Il était signé par une femme nommée Ingrid Sberg, vice-présidente principale de l'acquisition de talents stratégiques. Elle écrivait qu'elle suivait mon travail universitaire et mes publications de recherche indépendantes depuis 14 mois. Elle écrivait que Aldenval avait une opportunité très spécifique qui avait été conçue autour d'un profil de candidat correspondant au mien avec une précision qui avait surpris son équipe. Elle écrivait qu'elle aimerait me faire venir à New York pour une réunion le mardi suivant, tous frais payés, et que le package de rémunération qu'elle était autorisée à discuter commençait à un chiffre qu'elle préférait partager en personne. J'ai lu cet email 4 fois. Mes mains tremblaient, non pas d'excitation, mais de quelque chose de plus profond, de ce sentiment étrange et vif d'être vu par des étrangers le jour même où j'avais été effacé par ma propre famille. J'ai regardé ma toque de diplômé posée sur la table. J'ai regardé par la fenêtre les étudiants qui passaient avec leurs parents, leurs grands-parents et leurs frères et sœurs. Tous riant, tous appartenant quelque part. Puis j'ai regardé à nouveau l'écran. J'ai tapé un seul mot en réponse, oui. Et je ne le savais pas encore, assise dans ce café, mais ce seul mot était le début de tout ce que mes parents étaient sur le point de perdre. Le vol pour New York a duré 6 heures, et j'ai passé la plupart du temps à regarder les nuages et à essayer de comprendre comment une femme que je n'avais jamais rencontrée prétendait suivre mon travail depuis 14 mois. Cela ne me semblait pas possible. Je n'étais pas une personnalité publique. J'étais une étudiante diplômée qui écrivait des articles de recherche que peut-être 40 personnes dans le monde avaient lus. J'avais un blog que personne ne visitait, un profil professionnel avec moins de 500 relations, et l'habitude de publier mes analyses sur les infrastructures des marchés émergents sur un petit forum de l'industrie où la plupart des utilisateurs étaient des économistes à la retraite et des consultants grincheux.
Rien dans ma vie n'indiquait qu'une entreprise avec une valorisation de 24 milliards de dollars devrait savoir que j'existais. Et pourtant, selon Ingredsberg, il savait que j'existais depuis plus d'un an. J'ai atterri à JFK un lundi soir de juin 2025, et une voiture noire attendait au bord du trottoir des arrivées avec un petit panneau qui disait « M. Prescott ». Le chauffeur était un homme tranquille dans la cinquantaine nommé Owen, qui n'a pas essayé de faire la conversation, ce que j'ai apprécié. Il m'a conduite à un hôtel à Midtown qui avait un hall avec des sols en marbre et des fleurs fraîches plus grandes que moi. La réservation était déjà faite. La clé de la chambre était déjà programmée. Et il y avait une note manuscrite sur le bureau de ma chambre qui disait « Bienvenue à New York, Marlowe. Repose-toi bien. La voiture viendra te chercher à 9 h demain matin. Ingrid. » Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé sur les couvertures de ma chambre d'hôtel et j'ai appelé ma meilleure amie, Ren, qui est la seule personne à qui j'avais parlé de l'email. Ren était infirmière à Portland, âgée de 31 ans, et elle avait été ma colocataire à l'UC Davis quand nous étions en premier cycle. C'était le genre d'ami qui pouvait dire quand je mentais juste à la façon dont je respirais. Marlowe, dit-elle, dis-moi exactement ce que tu ressens en ce moment. J'ai dit, je me sens comme si j'étais sur le point d'entrer dans quelque chose que je ne comprends pas. Elle a dit, as-tu peur ou es-tu curieuse? J'ai dit, les deux. Elle a dit, c'est la bonne réponse. Si tu ne ressentais qu'une de ces choses, je te dirais de partir. Les deux signifient que tu fais attention. Souviens-toi juste d'une chose demain. Tu ne leur dois pas un oui. Tu ne leur dois rien. Ils sont venus te chercher. Quoi qu'ils t'offrent, tu pèses le pour et le contre. Et si ça te semble mal, tu t'en vas. Je lui ai dit que je l'aimais, et elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Et puis je suis resté allongé dans le noir pendant un long moment, pensant à ma mère. Je ne l'avais toujours pas appelée. Elle ne m'avait toujours pas appelé. Cela faisait 3 jours depuis ma remise de diplôme et aucune de nous n'avait contacté l'autre. C'était la plus longue période que nous ayons jamais passée sans nous parler. Le nom de ma mère était Adélaïde Prescott et elle avait 59 ans et c'était le genre de femme qui dirigeait sa maison comme un petit pays. Elle avait des règles pour tout. Des règles pour plier les serviettes, des règles pour accueillir les invités, des règles pour parler de la famille en public. Elle m'avait élevé pour être poli, contrôlé et utile. Et elle avait élevé Camille pour être aimée. C'était ça la différence. Ça avait toujours été la différence. Elle m'avait élevé pour être un CV et elle avait élevé ma sœur pour être une personne. Je me suis finalement endormi vers 3 h du matin. Owen est venu me chercher à 9 h pile. Il m'a conduite à un immeuble sur Park Avenue qui n'avait pas de nom sur la façade, juste une petite plaque de laiton près de la porte avec les lettres HVG gravées dessus. Une femme en tailleur gris m'a accueilli dans le hall et m'a accompagné au 28e étage sans dire plus que mon nom. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un couloir à l'éclairage tamisé et aux murs de couleur crème. Et au bout du couloir se trouvait un bureau d'angle avec des baies vitrées et une vue sur Central Park qui m'a fait oublier pendant une seconde entière pourquoi j'étais là. Ingredsberg s'est levée quand je suis entré. Elle était grande et blonde et probablement dans la quarantaine, avec le genre de présence posée qui vous faisait vous redresser sans qu'on vous le dise. Elle avait un accent norvégien, doux et clair, et elle m'a souri avec une chaleur qui m'a surprise. Marlowe, dit-elle, s'il te plaît, assieds-toi. Puis-je te servir quelque chose? J'ai dit que de l'eau me convenait. Un jeune homme a apporté un verre d'eau pétillante sur un petit plateau d'argent puis il est parti. Et Ingrid s'est assise en face de moi et a croisé les mains sur le bureau. Je veux commencer, dit-elle, par expliquer pourquoi nous avons cette conversation, car j'imagine que vous vous posez la question. J'ai dit que cela m'aiderait. Elle a souri à nouveau. Il y a 14 mois, dit-elle, l'un de nos analystes de recherche interne a signalé un article que vous aviez publié sur un forum d'économie publique. L'article s'intitulait « Angle mort structurel dans l'investissement en infrastructures transfrontalières ». Vous vous en souvenez? Bien sûr que je m'en souvenais. Je l'avais écrit pendant un hiver très solitaire. Il avait reçu 17 commentaires et un message d'un professeur à la retraite en Belgique qui m'avait dit que j'avais fait une erreur dans ma 3e note de bas de page. Elle a dit, notre analyste l'a transmis à un associé principal nommé Xavier Aldan. Xavier est l'un des fondateurs de ce cabinet. Il a lu votre article 3 fois en un week-end. Il a ensuite chargé notre équipe de recherche de suivre discrètement vos travaux publiés.
chaque article que vous avez publié après cela, chaque commentaire de forum, chaque résumé de conférence, chaque panel auquel vous avez participé, nous avons constitué ce que nous appelons un dossier de candidat. C'est une pratique courante pour nous lorsque nous identifions un talent que nous pourrions vouloir acquérir. J'ai dit, donc, vous m'avez observé? Elle a dit, observer est un mot fort. Étudier est plus précis. Nous étudions les personnes dont la pensée nous intéresse. Et Marlo, votre pensée nous intéresse beaucoup. J'ai dit, je ne comprends pas ce qu'un cabinet comme le vôtre veut avec quelqu'un comme moi. Elle s'est légèrement penchée en avant. Aldenval, dit-elle, gère des actifs dans 47 pays. Notre plus grande faiblesse au cours des 6 dernières années a été notre capacité à prédire le risque systémique dans les économies émergentes de niveau intermédiaire. Votre article sur les angles morts structurels a été la première analyse que nous ayons jamais lue qui ait formulé le problème de la même manière que nos propres fondateurs l'avaient formulé en privé pendant des années. Vous avez cartographié un ensemble de relations entre les flux de capitaux politiques et la dégradation des infrastructures que nos meilleurs consultants avaient tourné autour pendant une décennie sans y parvenir. Et vous l'avez fait en tant qu'étudiante diplômée, seule, sans financement, sans équipe. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas l'habitude d'être décrite de cette façon. Elle a dit, nous aimerions vous offrir un poste. Le titre serait directeur de l'analyse stratégique des marchés émergents. Vous relèveriez directement de Xavier et de moi. Vous auriez une équipe de 9 analystes sous vos ordres au cours de votre première année. Et votre package de rémunération totale pour les 3 premières années, y compris le salaire de base, la prime à la signature, les capitaux propres différés et les objectifs de performance que nos modèles internes suggèrent que vous dépasserez confortablement, serait de 9 millions de dollars. La pièce est devenue très silencieuse. Je me suis entendu dire 9 millions de dollars. Elle a dit oui. J'ai dit que ce n'était pas un vrai chiffre. Elle a dit que c'était un chiffre très réel et que nous y étions parvenus avec soin. Il reflète à la fois ce que nous pensons que votre travail vaut et ce qu'il nous en coûterait de vous perdre au profit d'un concurrent. Nous ne surpayons pas, Marlo. Nous payons avec précision. Étage 9 millions de dollars, c'est ce à quoi ressemble la précision dans votre cas. J'étais assise dans ce bureau avec la vue sur Central Park et j'ai pensé aux 4 chaises vides. J'ai pensé à ma mère disant à ma famille que j'avais échoué. J'ai pensé à la fête d'anniversaire à Sacramento avec la tante louée. J'ai pensé à Camille dormant dans sa chambre d'enfant pendant que mes parents payaient ses factures. J'ai dit, quand auriez-vous besoin de ma réponse? Ingrid a souri à nouveau. Elle a dit, nous vous donnerons 7 jours, mais Marlo, je veux que vous sachiez quelque chose avant de quitter ce bureau. Vous n'avez rien à nous prouver. Nous avons déjà décidé. La seule personne pour qui vous devez décider, c'est vous-même. J'ai hoché la tête parce que je ne faisais pas confiance à ma voix. Elle m'a tendu un dossier avec l'offre complète écrite et elle m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur, m'a serré la main et a dit, bon retour chez vous. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du hall. Et quand les portes se sont fermées, j'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais pendant toute la réunion. J'ai regardé le dossier dans ma main. J'ai regardé mon reflet dans le mur poli de l'ascenseur. La femme dans ce reflet ne ressemblait pas à une femme dont la famille pensait qu'elle avait échoué. Elle ressemblait à une femme qui était sur le point de tout changer. Je suis rentré en Californie le mercredi matin et je n'ai parlé à personne de ce qui s'était passé dans ce bureau. Pas à Rennes, pas à mon mentor, pas aux amis de mon programme qui n'arrêtaient pas de m'envoyer des SMS pour me demander comment j'allais après la remise des diplômes. J'ai juste gardé ça à l'intérieur, comme un charbon secret qui brillait tranquillement, me réchauffant de l'intérieur pour la première fois depuis des années. J'ai déménagé mes affaires dans une petite sous-location meublée à Palo Alto parce que mon bail de logement étudiant était terminé, et je me suis assise à la petite table de cuisine de cette sous-location avec le dossier de l'offre ouvert devant moi, lisant chaque page lentement. Le salaire de base seul était de 750 000 $ par an. La prime à la signature était de 1 million de dollars, payable dans les 30 jours suivant ma date de début. Les capitaux propres différés étaient structurés sur 3 ans et acquis en fonction de mesures de performance que Ingrid avait décrites comme des objectifs que nos modèles internes suggèrent que vous dépasserez confortablement. Il y avait une clause sur l'aide à la réinstallation, une clause sur une allocation de logement pour ma première année à New York, une clause sur une couverture santé exécutive qui incluait mes parents et ma sœur comme personnes à charge éligibles si je choisissais de les ajouter. J'ai fixé cette dernière clause pendant un long moment. Personne à charge éligible. Mes parents, ma sœur,
Les personnes qui m'avaient laissé assise dans un auditorium vide et qui avaient ensuite menti à notre famille sur la raison pour laquelle j'étais la seule. J'ai fermé le dossier. Je me suis fait une tasse de thé. Je me suis assise près de la fenêtre de cette sous-location et j'ai regardé le brouillard envahir les collines. Et j'ai pensé à la femme que j'étais à 22 ans quand j'ai commencé à me prouver à ma famille. J'ai pensé à la femme que j'étais à 25 ans quand j'ai traversé le pays pour suivre mon premier master à Boston et que ma mère m'avait dit que j'étais égoïste de quitter la maison. J'ai pensé à la femme que j'étais à 27 ans quand j'ai donné une conférence principale lors d'une petite conférence universitaire à Chicago et que personne dans ma famille ne m'a posé une seule question à ce sujet. Et Camille avait publié sur les réseaux sociaux ce même week-end une photo de sa nouvelle coupe de cheveux et ma mère avait commenté « Ma belle-fille ». J'ai pensé à toutes ces femmes et j'ai réalisé quelque chose. Elles avaient tout attendu. Attendu que mes parents remarquent. Attendu que ma mère dise « Je suis fier de toi ». Attendu que mon père lève les yeux de son journal et me voie debout sur le seuil de la porte. Attendu que Camille envoie un message qui ne parlait pas d'elle. Attendu et attendu et attendu et sans jamais considérer que le poids lui-même était la punition. L'offre de Enval n'était pas seulement de l'argent. C'était une permission. La permission d'arrêter d'attendre. La permission de quitter une table qui n'avait jamais eu de place pour moi. J'ai pris mon téléphone. J'ai enfin appelé ma mère. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Marlo, a-t-elle dit, sa voix légère et joyeuse. Comment vas-tu, ma chérie? J'avais l'intention de t'appeler. L'anniversaire de Camille a été un chaos absolu. Tu n'imaginerais pas combien de gens sont venus. Nous avons fait installer la tente par les gens le vendredi, puis il a plu le samedi matin et j'ai cru que j'allais devenir folle, mais tout s'est finalement bien passé. Elle a parlé pendant 4 minutes d'affilée de la fête avant de remarquer que je n'avais rien dit. Tu es là? A-t-elle dit, Marlo? J'ai dit, je suis là. Elle a dit, comment s'est passée ta cérémonie? J'ai dit, c'était bien. Elle a dit, oh, bien. Je suis si contente. Je me sentais mal. Nous n'avons pas pu venir, ma chérie. Mais tu sais comment ça se passe. Nous nous étions déjà engagés pour la fête de Camille des mois à l'avance, et ça aurait été trop de voyager ce week-end-là. J'espère que tu comprends. J'ai dit, tante Delphine m'a appelé. Il y a eu une petite pause. Elle a dit, oh, eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit, elle a dit que tu lui avais dit que j'avais échoué à ma soutenance de thèse. Elle a dit, tu lui as dit que j'étais trop gêné pour que la famille vienne. Elle a dit, tu lui as dit que je ne voulais pas qu'il prenne l'avion. La pause à l'autre bout du fil a été plus longue cette fois. Ma mère a dit, Marlo, je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. J'essayais de te protéger. Quand nous avons décidé que nous ne pouvions pas venir, je ne savais pas comment l'expliquer à tout le monde. Alors j'ai raconté une petite histoire pour faciliter les choses et j'ai honnêtement pensé que tu apprécierais ça. Personne dans la famille n'a besoin de connaître toutes nos affaires. J'ai dit, maman, je n'ai pas échoué. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Elle a dit, je le sais, ma chérie. Bien sûr que je le sais. Mais tu sais comment est ta tante Delphine. Elle bavarde. Et si je lui avais dit la vérité, que nous avions choisi la fête de Camille plutôt que ta remise de diplôme, eh bien, elle en aurait fait toute une histoire, et je n'allais pas lui donner cette satisfaction. J'étais assise dans la sous-location, le téléphone à l'oreille, et j'ai senti quelque chose en moi se libérer enfin, doucement, complètement. Pas se briser, se libérer, comme un bateau qui avait été amarré à un quai pendant trop longtemps et qui venait de sentir la corde céder. J'ai dit, maman, tu t'entends? Elle a dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, tu viens de me dire que protéger ton image auprès de tante Delphine était plus important que de dire la vérité sur la réussite de ta fille. Tu viens de me dire que la fête d'anniversaire de Camille était plus importante que ma remise de diplôme. Tu viens de me dire tout ça comme si c'était raisonnable. Elle a dit, Marlo, ne fais pas ça. Ne transforme pas ça en une de tes histoires dramatiques. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je suis fier de toi. Mais tu as toujours été la plus forte, ma chérie. Tu as toujours été capable de gérer ces choses. Et Camille a plus besoin de nous. Elle a toujours eu besoin. Tu le sais. J'ai dit, je le sais. Elle a dit, alors, tu comprends? J'ai dit, je comprends exactement ce que tu me dis. Elle a dit, bien.
Maintenant, quand est-ce que tu rentres à la maison? Ton père veut te voir et Camille a demandé de tes nouvelles et nous devrions vraiment nous asseoir en famille et parler de tes prochaines étapes. Je sais que les études supérieures n'ont pas mené à un emploi comme tu l'espérais, mais il n'y a pas de honte à ça, et tu peux toujours revenir à Sacramento pour un moment. Nous avons beaucoup de place. J'ai fermé les yeux. Elle pensait que je n'avais pas de travail. Elle pensait que j'avais échoué. Elle avait dit à la famille que j'avais échoué, et elle l'avait cru elle-même, et elle m'invitait maintenant à la maison avec le ton d'une mère accueillant un animal blessé dans sa cage. J'ai dit, maman, je dois y aller. Elle a dit, oh, d'accord. Eh bien, appelle-moi ce week-end et ne rumine pas l'histoire de la remise des diplômes, ma chérie. Tu verras. Dans 5 ans, tout ça n'aura plus d'importance. J'ai raccroché. Je suis resté assise dans la sous-location pendant un long moment sans bouger. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai ouvert l'email d'Ingredsberg que j'avais enregistré dans un dossier spécial et j'ai cliqué sur répondre. J'ai écrit à Ingrid, merci pour votre patience au cours des derniers jours. J'ai examiné l'offre attentivement. J'accepte. Veuillez me faire savoir les prochaines étapes. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir y réfléchir plus longtemps. Ingrid a répondu en moins de 20 minutes. Elle a écrit, Marlo, bienvenue à Anville. Xavier et moi sommes ravis. Nous vous enverrons le contrat d'ici la fin de la journée. Veuillez prévoir d'être à New York pour le 15 juillet. J'ai hâte de construire quelque chose de remarquable avec vous. J'ai lu ces mots 3 fois. Quelque chose de remarquable. J'avais passé toute ma vie à m'entendre dire tranquillement et constamment que j'étais la personne pratique, la sensée, la forte, celle qui n'avait pas besoin de célébration. J'avais passé toute ma vie à être décrite comme utile. Et maintenant, pour la première fois, une étrangère qualifiait mon avenir de remarquable. Je me suis levé de cette table. Je suis allé au miroir de la salle de bain de cette sous-location et j'ai regardé mon propre visage. Pendant un long moment. Mes yeux avaient l'air différents. Pas plus brillants, pas plus tristes, juste différents. De la même manière qu'une maison a l'air différente après que quelqu'un ait enfin ouvert les fenêtres pour la première fois en une décennie. J'ai dit à voix haute, d'une voix calme, tu ne retournes pas en arrière. La femme dans le miroir a hoché la tête. Cette nuit-là, je n'ai appelé personne. Je n'ai pas prévenu mes parents. Je n'ai pas prévenu Camille. Je n'ai pas prévenu mes tantes, ni mes oncles, ni mes cousins. Je les ai tous laissés continuer à croire à l'histoire que ma mère avait construite. Je les ai laissés continuer à croire que j'avais échoué parce que, pour la première fois de ma vie, je comprenais quelque chose sur ma famille que je n'avais jamais voulu affronter. Ils avaient plus besoin de l'histoire de mon échec qu'ils n'avaient besoin de moi. Et j'étais enfin prête à la leur laisser. Les 2 semaines suivantes ont passé plus vite que n'importe quelle semaine de ma vie. J'ai signé le contrat un jeudi matin après un long appel téléphonique avec une avocate en droit du travail à San Francisco que Ren m'avait aidé à trouver. Le nom de l'avocate était Priya Vasquez et elle a lu chaque page de l'offre de Aldan Veil 3 fois avant de me rappeler. Marlo, a-t-elle dit, en 22 ans de pratique, j'ai vu peut-être 4 offres aussi claires. Il n'y a pas de piège ici. La structure des capitaux propres est généreuse. Les objectifs de performance sont réalistes. La clause de non-concurrence est assez étroite pour ne pas vous affecter de manière significative. Quiconque a rédigé cette offre voulait que vous disiez oui, et il voulait que vous n'ayez aucune raison de le regretter. Signez-la. J'ai donc signé. La prime à la signature est arrivée sur mon compte bancaire 11 jours plus tard. $1 million. Je suis resté assise à cette même table de cuisine dans la sous-location, fixant mon application bancaire, et j'ai honnêtement pensé qu'il y avait eu une erreur. J'ai rafraîchi la page 5 fois. Le nombre est resté le même. J'ai appelé ma banque pour m'en assurer et une femme très polie nommée Charlène a confirmé que oui, le virement avait été effectué et oui, les fonds étaient entièrement disponibles. Et oui, madame, puis-je vous aider avec autre chose aujourd'hui? J'ai dit, non, merci, Charlène. Passez une bonne après-midi. J'ai raccroché. Je suis resté assise là, dans le silence. Puis j'ai ri. Pas un rire joyeux. Pas exactement un rire stupéfait, tremblant, à moitié en sanglots. Le genre de son qu'une personne fait quand elle réalise que le sol sous ses pieds a définitivement changé. J'ai fait ce que j'imagine que la plupart des gens ne feraient pas. Je ne suis pas allé faire du shopping.
Je n'ai pas réservé de vacances. Je n'en ai parlé à aucun membre de ma famille. Au lieu de cela, j'ai fait 3 choses très spécifiques au cours de la semaine suivante. Et chacune de ces choses a tranquillement construit les murs de la nouvelle vie dans laquelle j'étais sur le point d'entrer. La première chose que j'ai faite a été de rembourser mes prêts étudiants. Tous, les 2 programmes de master, mes prêts de premier cycle, et la petite ligne de crédit que j'avais utilisée en 2019 pour payer les factures médicales de mon père. 94 000 $ partis, effacés en un seul après-midi sur mon ordinateur portable. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine qui était serrée depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. La deuxième chose que j'ai faite a été d'acheter la maison de ma grand-mère. Ma grand-mère était décédée en 2023, et la maison où elle avait vécu pendant 51 ans, un petit bungalow de 2 chambres dans un quartier calme de Berkeley, était sur le marché depuis environ 8 mois. Ma mère en avait hérité, et elle l'avait mise en vente, et elle l'avait mise à un prix trop élevé exprès parce qu'elle ne voulait pas vraiment la vendre. Elle voulait dire qu'elle avait essayé. Elle avait subi 3 réductions de prix. Elle était actuellement cotée à 680 000 $, ce qui pour Berkeley était presque une blague. Et ma mère avait dit à tout le monde dans la famille qu'elle était si fatiguée de s'occuper de cette maison, mais que personne ne voulait d'un endroit si vieux. J'avais adoré cette maison depuis que j'étais petite. Le nom de ma grand-mère était Opal Whitfield, et elle avait été la seule personne de toute ma famille à m'avoir jamais regardé comme si j'étais intéressante. Elle m'avait appris à lire les échiquiers. Elle m'avait appris à cuire le riz correctement. Elle m'avait dit quand j'avais 14 ans que j'avais un esprit qui pouvait tranquillement déplacer des montagnes si je le laissais faire. Elle m'avait laissé une petite note manuscrite dans son testament qui disait « Ma belle Marlo, souviens-toi que le monde est plus grand que la pièce où tu as été élevée. » J'ai appelé l'agent immobilier sous mon nom légal. Mais je n'ai pas mentionné mon nom de famille d'une manière qui le ferait me lier à ma mère. J'ai fait une offre en espèces de 660 000 $ et j'ai demandé une clôture en 2 semaines. L'agent m'a rappelé le lendemain, ravi, et a dit que le vendeur avait accepté. Le vendeur était ma mère. Ma mère avait accepté mon offre et elle ne savait pas que c'était moi. J'ai finalisé l'achat de cette maison le 3 juillet 2025. Je suis resté dans le salon vide le jour où j'ai eu les clés, et j'ai passé ma main sur le papier peint que ma grand-mère avait choisi en 1974, et j'ai dit à voix haute, « Je suis à la maison, Nana. Je suis enfin à la maison. » La troisième chose que j'ai faite a été d'engager un comptable privé et un avocat privé, et je leur ai demandé de m'aider à construire ce que Priya avait appelé un pare-feu financier silencieux. J'ai créé un trust à mon nom. J'ai déplacé la majeure partie de la prime à la signature dans ce trust. J'ai mis en place des virements automatiques vers un compte d'épargne distinct pour les impôts. J'ai construit l'architecture ennuyeuse et invisible qui ferait en sorte que, quoi qu'il arrive ensuite dans ma famille, personne ne pourrait jamais s'immiscer dans ma vie et me prendre ce qu'il m'avait pris pendant des années. Parce que je savais au fond de moi que lorsque ma famille le découvrirait, ils allaient essayer. L'appel est arrivé plus tôt que prévu. C'était le 8 juillet, un mardi soir, et j'étais assise sur le porche de la maison de ma grand-mère, ma nouvelle maison, buvant un verre d'eau froide et regardant le coucher de soleil. Mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. « Marlo » a-t-elle dit, et sa voix était différente de celle qu'elle avait 2 semaines auparavant. Elle était tendue, contrôlée, la voix qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point d'accuser quelqu'un de quelque chose. J'ai dit « Salut, maman ». Elle a dit « Je viens de raccrocher avec l'agent immobilier de la maison de ta grand-mère ». Je n'ai rien dit. Elle a dit « Il m'a dit que le nom de l'acheteur était Marlo Prescott ». J'ai dit « Oui ». Elle a dit « Est-ce une sorte de blague ?» J'ai dit « Non ». Elle a dit « Marlo, où as-tu trouvé 660 000 $ en espèces ?» J'ai dit « Ce ne sont pas vraiment tes affaires, maman. » Je n'ai jamais parlé à ma mère de cette façon. Pas en 29 ans, pas une seule fois. Les mots me semblaient étranges en sortant de ma bouche, comme une langue que j'avais étudiée pendant longtemps et que j'utilisais enfin dans une vraie conversation. Il y a eu une longue pause à l'autre bout. Puis elle a dit « Ne me parle pas de cette façon. Je suis ta mère. » J'ai dit « Je sais que tu es ma mère. » Elle a dit « Alors, dis-moi, d'où vient l'argent? As-tu contracté un prêt? As-tu emprunté à quelqu'un? T'es-tu impliqué dans quelque chose que tu n'aurais pas dû? » J'ai dit « Maman, j'ai acheté la maison. C'est fait. Les papiers sont signés. C'est la mienne.
Elle a dit, cette maison devait être pour Camille. Le Porsche est devenu très silencieux. Pas le Porsche. Moi. Tout en moi est devenu silencieux. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Elle a dit, nous allions donner cette maison à Camille une fois que le marché se serait amélioré. C'est pour ça que nous l'avons mise en vente si haut. Nous attendions le bon moment pour la retirer du marché et la lui donner. Elle a besoin de stabilité, Marlo. Tu sais qu'elle essaie de trouver sa voie et avoir sa propre maison aurait fait une telle différence pour elle. Et maintenant, tu as agi dans notre dos et tu la lui as prise. Je suis restée assise sur le Porsche de ma grand-mère, sur mon Porsche, et j'ai senti la dernière parcelle de mon ancienne vie s'évanouir doucement. J'ai dit, maman, Nana m'a laissé une note dans son testament. Tu te souviens de ce qu'elle disait? Elle a dit, je ne me souviens pas, Marlo. C'était il y a 2 ans. J'ai dit qu'elle avait dit que le monde était plus grand que la pièce où j'avais été élevé. Elle a laissé cette note pour moi, pas pour Camille, pour moi. Elle a dit, c'est une note, Marlo. Ce n'est pas une maison. La maison, c'était à nous de décider quoi en faire, et nous avons décidé de la donner à ta sœur. Et maintenant, tu as fait ce geste incroyablement égoïste sans nous en parler. Et je ne peux même pas commencer à comprendre pourquoi. J'ai dit, parce que je l'aimais. Parce qu'elle m'aimait, parce que cette maison était le seul endroit de toute mon enfance où je me sentais comme une personne et non comme un projet. Et parce que Camille n'a jamais rendu visite à Nana une seule fois au cours des 5 dernières années de sa vie et que je lui rendais visite tous les mois et Nana le savait, maman, elle savait qui venait. Elle le savait. La voix de ma mère est devenue très froide. Elle a dit, Marlo, tu vas nous revendre cette maison au prix coûtant et nous allons la donner à ta sœur et nous allons passer à autre chose. Tu me comprends? J'ai dit, non. Elle a dit, quoi? J'ai dit, non, je ne vends pas la maison. Je ne passe pas à autre chose. Je ne fais plus ce que tu me dis de faire, maman. Je t'aime. Vraiment. Mais j'en ai fini. Elle a dit, fini avec quoi? J'ai dit, fini de faire semblant que je ne vois pas ce que tu as fait toute ma vie. J'ai raccroché. Je suis resté assis sur ce Porsche jusqu'à ce que le ciel devienne violet, puis noir, puis plein d'étoiles. Et je n'ai pas pleuré. J'ai juste respiré. Ma mère a appelé 41 fois au cours des 3 jours suivants. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Elle a envoyé de longs SMS. Elle a envoyé des mémos vocaux. Elle a demandé à mon père de m'appeler depuis son téléphone. Et quand je n'ai pas répondu, elle a demandé à Camille de m'appeler depuis son téléphone. Je n'ai répondu à aucun de ses appels non plus. Je n'étais pas cruelle. J'étais prudente. Priya m'avait dit le jour où j'ai signé le contrat avec Enveille que le moment le plus dangereux de tout changement de vie majeur était les 3 premières semaines. Ne réagis pas, avait-elle dit. Ne te défends pas. N'explique pas. Laisse la tempête passer au-dessus de toi et laisse les gens dans la tempête s'épuiser. Si tu t'engages, tu leur donnes du pouvoir. Si tu restes silencieuse, tu le gardes. Je suis donc restée silencieuse. J'ai passé cette semaine à peindre l'intérieur de la maison de ma grand-mère. J'ai engagé une petite équipe locale pour m'aider à refaire les parquets, et j'ai choisi de nouveaux rideaux pour les fenêtres avant, et j'ai acheté un piano d'occasion à une femme d'Oakland qui déménageait en Arizona. Ma grand-mère jouait du piano tous les soirs après le dîner quand j'étais petite, et je voulais m'asseoir dans ce salon et entendre à nouveau ce son, même si c'était moi qui le jouais mal avec des mains qui n'avaient pas touché un clavier depuis 15 ans. Le 4e jour, mon père a appelé. J'ai décroché parce que c'était mon père et parce qu'en 29 ans, mon père m'avait peut-être appelé directement 6 fois. Il n'était pas du genre à téléphoner. Il était du genre journal et café. Si mon père m'appelait. Quelque chose s'était passé. Marlo, a-t-il dit, sa voix était fatiguée, vieille d'une manière que je n'avais pas remarquée auparavant. J'ai dit, salut, papa. Il a dit, ta mère est un désastre. Je n'ai pas répondu. Il a dit, je ne sais pas quoi te dire, ma puce. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux et je ne vais pas prétendre que je comprends. Mais elle n'a pas dormi depuis 3 jours et Camille refuse de parler à l'un de nous parce qu'elle pense que nous avons ruiné sa chance d'avoir la maison et toute la famille m'envoie des SMS pour me demander ce qui se passe. J'ai dit, papa, qu'as-tu pensé de ma remise de diplôme? Il est resté silencieux un moment. Il a dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, je veux dire,
qu'as-tu pensé quand maman t'a dit que nous n'y allions pas? Il a dit, Marlo, je ne savais pas que nous n'y allions pas jusqu'au matin même. Elle m'a dit que la cérémonie avait été reportée. Elle m'a dit que tu avais dit de ne pas s'inquiéter de venir, que tu prendrais l'avion pour rentrer le week-end suivant à la place. J'ai fermé les yeux. J'ai dit, papa, ce n'est pas vrai. Je vous ai envoyé les billets par la poste 3 semaines à l'avance. Il est resté silencieux à nouveau, et cette fois le silence était différent. C'était le silence d'un homme réalisant quelque chose qu'il avait évité. Il a dit, oh. J'ai dit, oui, oh. Il a dit, Marlo, je suis désolé. Je ne savais pas. J'ai dit, papa, je veux te croire. Vraiment. Mais tu es marié à maman depuis 35 ans. Et si tu ne savais pas, c'est parce que tu ne voulais pas savoir, et je ne peux plus te donner de crédit pour ne pas savoir. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, c'est juste. Nous sommes restés au téléphone en silence pendant peut-être une minute entière. Aucun de nous n'a raccroché. Aucun de nous n'a parlé. C'était le silence le plus honnête que mon père et moi ayons jamais partagé. Il a finalement dit, est-ce vrai que tu as acheté la maison de Berkeley? J'ai dit, oui. Il a dit en espèces. J'ai dit oui. Il a dit, Marlo, as-tu des ennuis? J'ai dit, non, papa. Je n'ai pas d'ennuis. J'ai trouvé un travail, un très bon travail. Je ne vais pas l'expliquer au-delà de ça parce que je ne suis pas prête et honnêtement parce que je ne veux pas que ça se transforme en une histoire qui se raconte dans la famille de la mauvaise manière. Mais je veux que tu saches que je suis en sécurité. Je suis en bonne santé. J'ai une vraie carrière et je vais mieux que jamais dans ma vie. Il a dit d'accord. Il a dit Marlo. J'ai dit oui. Il a dit je suis fier de toi. Je n'ai pas pleuré mais c'était proche. C'était la première fois de ma vie d'adulte que mon père me disait ces mots sans ajouter de qualificatif ou de comparaison avec ma sœur. Il n'y a pas eu de nous sommes tous les deux fiers de vous les filles. Il n'y a pas eu de ta mère et moi sommes fiers de toi. Il y a juste eu je suis fier de toi. J'ai dit merci papa. Il a dit ne vends pas cette maison. J'ai dit je ne prévois pas de le faire. Il a dit et Marlo. J'ai dit oui. Il a dit ta mère va s'empirer avant de s'améliorer. Elle ne sait pas comment se faire dire non. Personne dans cette famille ne lui a jamais dit non. Elle va continuer à mettre. Et je veux que tu saches que quoi que tu décides de faire, je ne vais pas me battre contre toi. Je ne serai peut-être pas toujours d'accord, mais je ne vais pas me battre contre toi. Je te dois bien ça. J'ai dit, merci, papa. Nous avons raccroché. C'était la dernière vraie conversation que mon père et moi avons eue pendant longtemps, et c'était la plus importante que nous ayons jamais eue. Je suis déménagé à New York le 15 juillet, exactement comme Ingrid l'avait demandé. Aldan Val m'avait arrangé un appartement d'entreprise dans un immeuble à 3 pâtés de maison du bureau. C'était petit, mais il y avait une fenêtre qui donnait sur l'East River et une petite cuisine avec des comptoirs blancs et un lit qui ressemblait à un nuage après des mois de matelas d'étudiante. J'ai déballé en un après-midi. J'ai accroché la photo de ma grand-mère au mur à côté du lit, celle où elle se tenait sur le porche de la maison de Berkeley en 1998, et je lui ai dit bonne nuit tous les soirs avant d'éteindre la lumière. Ma première semaine à Aldan Veil a été calme. Ingrid m'a fait une orientation lente. J'ai rencontré l'équipe. J'ai rencontré Xavier Aldan, qui s'est avéré être un homme à la voix douce au début de la soixantaine, avec des yeux gris vifs et l'habitude de poser des questions très courtes qui vous faisaient réfléchir longtemps. Il m'a serré la main mon premier matin et a dit, Marlo, j'attends depuis 14 mois de vous rencontrer. S'il vous plaît, essayez de ne pas me décevoir. Il a souri en le disant, mais je pouvais dire qu'il pensait chaque mot. Je me suis jeté dans le travail. J'ai constitué mon équipe. J'ai mis en place mon cadre d'analyse. Je suis allé à Londres la 2e semaine et à Singapour la 4e semaine. J'ai voyagé en classe affaires pour la première fois de ma vie. Et je me souviens encore d'avoir déplié le siège en un lit sur ce vol pour Singapour et de m'être dit que si ma mère pouvait me voir en ce moment, elle serait soit fière, soit elle trouverait un moyen de le minimiser. C'était la différence entre les deux possibilités. Je n'avais plus besoin de savoir laquelle ce serait parce que je ne me produisais plus pour elle. L'appel que j'attendais sans vouloir admettre que je l'attendais est arrivé le 23 août. C'était un samedi matin. Je préparais du café dans ma petite cuisine à New York et mon téléphone a sonné et c'était ma mère.
J'ai regardé le téléphone pendant un long moment. J'ai répondu. J'ai dit, allô. Elle a dit, Marlo, j'essaie de te joindre depuis des semaines. J'ai dit, je sais. Elle a dit, j'ai entendu des choses de ta tante Delphine, de ton cousin Rowan, d'une femme à l'église qui a apparemment vu une photo de toi à une conférence à Singapour. Marlo, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Personne ne sait rien. J'ai dit que j'avais déménagé à New York. Elle a dit New York. J'ai dit oui. Elle a dit pourquoi? J'ai dit pour le travail. Elle a dit quel genre de travail? J'ai dit maman, je ne vais pas tout expliquer par téléphone. Je te dirai ce que je veux que tu saches et c'est suffisant. Je travaille pour une firme appelée Aldenveille. J'y suis directrice. C'est un très bon poste. Je vis à Manhattan. Je vais bien. Je vais plus que bien. Elle a dit, Aldenveille. J'ai dit, oui. Il y a eu une pause. Je pouvais l'entendre respirer. Elle a dit, Marlo, est-ce le même Aldenveille dont ton père vient de lire un article dans la section affaires ce matin? J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il a lu. Elle a dit, il y avait un article sur une femme qu'ils viennent d'engager pour diriger leur division des marchés émergents. Il y avait une photo. Ton père me l'a montrée au petit déjeuner. Je lui ai dit que ça ne pouvait pas être toi. Je lui ai dit que tu avais l'air trop fatigué sur la photo et que qui que ce soit devait juste te ressembler. Je lui ai dit que tu n'avais même pas encore de travail. J'ai dit, maman. J'ai dit, c'est moi. Le silence à l'autre bout du fil a été le silence le plus profond que j'ai jamais entendu de ma mère. Puis elle a dit d'une voix que je ne reconnaissais pas, oh mon Dieu, Marlo. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Je n'ai pas répondu à sa question. Pas tout de suite. Je suis resté là, dans ma petite cuisine de New York, tenant le téléphone, et j'ai laissé le silence s'installer entre nous. Il n'y avait rien que j'aurais pu dire à ce moment-là qui l'aurait fait se sentir mieux. Et j'étais enfin prête à admettre que la faire se sentir mieux n'était plus mon travail. Elle a répété d'une voix plus petite, Marlo, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, maman, j'ai besoin que tu m'écoutes une minute. Peux-tu le faire? Elle a dit, oui. J'ai dit, quand je t'ai appelé 3 jours après ma remise de diplôme et que je t'ai dit que tante Delphine m'avait appelé. Tu avais une chance. Tu avais une chance de dire, Marlo, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait une terrible erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu ne l'as pas fait. Tu t'es défendu. Tu m'as dit que Camille avait plus besoin de toi. Tu m'as dit que j'étais la plus forte. Tu m'as dit que je comprendrais. Et quand j'ai acheté la maison de Nana, tu as eu une autre chance. Tu aurais pu dire, Marlo, cette maison, c'était à elle de la laisser à qui elle voulait. Et si elle voulait que tu l'aies, alors elle est à toi. Tu ne l'as pas fait non plus. Tu m'as dit que je l'avais prise à Camille. Tu m'as dit que j'étais égoïste. Tu m'as dit de la revendre. J'ai fait une pause. Je l'ai laissé s'imprégner de ces mots. Elle a dit, Marlo. J'ai dit, je n'ai pas fini. Maman, je vais te dire toute la vérité maintenant. Et puis je vais raccrocher et nous n'allons plus nous parler pendant un moment. Pas parce que je te déteste. Je ne te déteste pas. Je ne pense pas avoir jamais détesté quelqu'un dans ma vie. Mais parce que je comprends enfin, quelque chose que j'ai mis 29 ans à apprendre. Je ne pourrai pas construire la vie que je veux vraiment si je continue à te laisser décider qui j'y suis. J'ai donc besoin de distance. J'ai besoin d'une vraie distance. Pas d'une distance de traitement silencieux. Pas d'une distance passive-agressive. Une vraie distance d'adulte convenu. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, Marlo, combien t'ont-ils offert? J'aurais pu rire. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de presque pitoyable. J'ai dit, maman, c'est la première question que tu me poses. Elle a dit, je ne. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. J'ai dit, le chiffre n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est ce qu'ils sont venus me chercher. Ils m'ont trouvé. Ils savaient qui j'étais avant toi. Tu comprends ce que je te dis, maman? Une étrangère, une femme que je n'avais jamais rencontrée dans un bureau à New York, m'a dit que ma pensée l'intéressait.
Une étrangère m'a fait traverser le pays pour me serrer la main. Une étrangère a construit un poste autour de mon esprit. Mon esprit, maman, celui que tu m'as toujours dit être trop intense, trop analytique, trop. L'esprit que tu m'as dit d'adoucir parce qu'il ferait fuir les hommes. L'esprit pour lequel tu as dit à Camille de ne pas s'inquiéter parce qu'au moins elle était jolie. Cet esprit, une entreprise de 24 milliards de dollars a construit un poste autour de lui. Elle pleurait maintenant. Je pouvais l'entendre. Elle a dit, Marlo, je t'aime. J'ai dit, je sais que tu m'aimes, maman. À ta manière. Je sais que tu m'aimes. Elle a dit, je veux arranger ça. J'ai dit, je sais que tu le veux. Elle a dit, dis-moi ce que je dois faire. J'ai dit, ne dis à personne dans la famille ce que je viens de te dire. Pas encore. Cette nouvelle n'appartient pas à tante Delphine, ni à oncle Bertram, ni à la femme de l'église. Cette nouvelle m'appartient et je la partagerai quand je serai prête. Si tu veux commencer à arranger quoi que ce soit, c'est par là que tu commences. Tu gardes ma vie pour moi. Elle a dit, d'accord. J'ai dit, et maman? Elle a dit, oui. J'ai dit, je t'aime, mais je ne rentre pas à la maison pour Noël cette année, et je ne rentre pas à la maison pour Thanksgiving, et j'ai besoin que tu l'acceptes sans te battre. Elle a dit, d'accord, Marlo. Nous avons raccroché. Je me suis assise par terre dans ma cuisine. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. Je suis resté là longtemps, sans pleurer, juste à respirer, sentant la forme d'une limite que je n'avais jamais eu le courage de fixer de toute ma vie. Les 6 semaines suivantes furent, de manière inattendue, les plus heureuses que j'ai jamais connues. Je me suis jeté dans mon travail. Mon équipe, composée de 9 personnes, était la plus intelligente que j'ai jamais côtoyée. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme l'intrus à la table. Je me sentais comme la personne autour de laquelle la table avait été construite. Mon premier projet majeur était une analyse des risques des investissements en infrastructure sur 3 marchés de l'Asie du Sud-Est. Et je l'ai livré 3 semaines avant la date prévue. Et Xavier m'a convoqué dans son bureau pour me dire que mon cadre avait déjà été adopté par les 2 autres directeurs d'analyse comme modèle pour leurs propres équipes. Il a dit, Marlo, vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit le jour de notre rencontre? J'ai dit, vous m'avez dit de ne pas vous décevoir. Il a souri. Il a dit, je ne pensais pas avoir besoin de vous dire la suite, mais il semble que si. Vous dépassez mes attentes à un rythme qui rend mes autres directeurs nerveux. C'est un compliment. J'ai dit, merci, Xavier. Il a dit, encore une chose. Il y aura un petit article sur vous dans une publication économique nationale le mois prochain. Ingrid s'occupera de la coordination de l'interview. Je voulais que vous l'entendiez de moi en premier. J'ai dit, d'accord. Il a dit, a-t-il quelqu'un dans votre famille que vous voulez que nous informions avant la publication de l'article? J'ai fait une pause. J'ai dit, non, merci. Je m'occuperai de ma famille. Il a hoché la tête et il n'a pas posé d'autres questions. C'était l'une des choses que j'aimais déjà chez Xavier. Il vous donnait la porte. Il ne vous poussait pas à travers. Je suis retourné à Berkeley pour un week-end début octobre. La maison de ma grand-mère était entièrement terminée à ce moment-là. Les sols étaient dorés. Les murs étaient peints d'une douce couleur crème. Le piano était dans le coin du salon, et je m'y asseyais tous les soirs où j'étais dans cette maison et je jouais mal et je devenais lentement un peu moins mauvaise. J'ai invité Reine à venir rester avec moi ce week-end-là. Elle a pris l'avion de Portland un vendredi après-midi. Quand elle est entrée dans cette maison, elle s'est arrêtée dans l'entrée et a regardé autour d'elle et a dit, Marlo, oh mon Dieu. J'ai dit, je sais. Elle a dit, c'est la maison de ta grand-mère. J'ai dit oui. Elle a dit, tu as acheté la maison de ta grand-mère. J'ai dit oui. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a serré dans ses bras. Elle a dit qu'elle serait si fière de toi. J'ai dit j'espère. Nous nous sommes assises sur le porche ce soir-là. Nous avons bu du vin. Nous avons parlé de nos vies, de nos emplois, de nos corps vieillissants et de nos vies amoureuses stupides. Et c'était la première fois depuis des mois que je riais comme je riais à l'université. Reine m'a demandé à un moment donné si j'avais eu des nouvelles de ma famille. J'ai dit que mon père m'envoyait des SMS tous les dimanches. Juste des messages courts, des bulletins météo pour la plupart. Il me dit s'il a plu. Il me dit si les Giants ont gagné.
C'est sa façon de rester en contact sans rien demander. Elle a dit, et ta mère? J'ai dit, elle est silencieuse, c'est ce que j'ai demandé. Elle a dit, et Camille? J'ai dit, Camille ne m'a pas parlé depuis qu'elle a découvert que j'avais acheté la maison. Ce qui est bien. Reine m'a regardé pendant un long moment. Elle a dit, penses-tu qu'ils vont essayer à nouveau? J'ai dit, essayer quoi? Elle a dit, te ramener, te faire sentir mal, te faire sentir petite. J'y ai pensé. J'ai dit, oui, je pense qu'ils le feront. Ma mère ne sait pas comment perdre. En ce moment, elle se regroupe. Elle réfléchit à son prochain coup. Et quand elle sera prête, elle viendra à moi. Probablement pas directement. Probablement par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Reine a dit, es-tu prête pour ça? J'ai dit, je n'ai jamais été prête pour ça, mais je suis plus proche que je ne l'ai jamais été. Reine a dit, bien. Nous sommes restés assis sur le porche jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. L'appel suivant est arrivé en novembre, et ce n'était pas de ma mère. C'était de ma tante Delphine. Tante Delphine ne m'avait jamais appelé spontanément de toute ma vie. Chaque conversation que nous avions eue était une que j'avais initiée, généralement parce que c'était son anniversaire ou parce qu'un événement familial approchait et que ma mère m'avait demandé de prendre de ses nouvelles. Alors, quand j'ai vu son nom sur mon téléphone à 7 heures du soir un mardi de novembre, je savais déjà ce qui se passait. Ma mère l'avait envoyé. J'ai décroché. J'ai dit, salut, tante Delphine. Elle a dit, Marlo, ma chérie, comment vas-tu? J'ai dit, je vais bien. Comment vas-tu? Elle a dit, oh, je vais bien. Je vais bien. Écoute, je ne vais pas prétendre que c'est un appel au hasard. Ta mère m'a demandé de te contacter. J'ai dit, je sais. Elle a dit, oh, eh bien, bien. Ça facilite les choses. Elle a pris une profonde inspiration. Elle a dit, Marlo, je veux te dire quelque chose avant de dire quoi que ce soit d'autre. Ce que ta mère a fait à ta remise de diplôme était mal. Je veux que tu saches que je le sais. Et je suis désolé de l'avoir cru la première fois. J'aurais dû t'appeler avant d'appeler qui que ce soit d'autre et je ne l'ai pas fait. Et c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé depuis juin. J'étais silencieuse. Elle a dit, mais Marlo, ta mère est dans une mauvaise passe en ce moment. Elle a perdu du poids. Elle ne dort pas. Elle pense à toi tout le temps. Ton père dit qu'elle pleure tous les soirs. Camille a déménagé. Le savais-tu? J'ai dit, non, je ne le savais pas. Elle a dit que Camille avait déménagé à Los Angeles il y a environ 3 semaines. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace par rapport à votre mère. Elle a dit qu'elle en avait fini d'être l'enfant prodige. Elle a dit que la pression était trop forte. Tes parents sont seuls dans cette maison maintenant, Marlo, et ils ont du mal. J'ai dit, tante Delphine, je suis désolé d'entendre tout ça. Je le pense, mais tu sais que rien de tout ça n'est de ma responsabilité, n'est-ce pas? Elle a dit, je sais que ce n'est pas le cas. Elle a dit, mais Marlo, nous sommes une famille et je te demande en tant que ta tante d'envisager de rentrer à la maison pour Thanksgiving la semaine prochaine, juste pour un dîner, juste pour t'asseoir à table avec eux. Ta mère ne te le demandera pas directement parce qu'elle sait que tu lui as dit de ne pas le faire. Mais elle se meurt à l'intérieur, ma chérie. Elle veut te voir. J'étais assise dans mon appartement de New York et j'y ai pensé. Vraiment. Pas parce que j'étais tenté, mais parce que je devais à ma tante la courtoisie de réfléchir à sa demande au lieu de la rejeter. J'ai dit, tante Delphine, puis-je vous demander quelque chose? Elle a dit, bien sûr. J'ai dit, quand ma mère vous a dit que j'avais échoué à ma soutenance de thèse, l'avez-vous cru parce que cela avait du sens pour vous ou l'avez-vous cru parce que ma mère l'a dit? Tante Delphine est restée silencieuse. Puis elle a dit, je l'ai cru parce que ta mère l'a dit. J'ai dit, et pourquoi ma mère l'a-t-elle dit? Elle a dit, je ne sais pas, Marlo. J'y ai pensé aussi. J'ai dit, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans notre famille, mon échec était plus facile à imaginer que mon succès. C'est la vérité. Toute ma vie, mes succès devaient être énormes avant que quiconque dans notre famille ne les accepte. Et mes échecs pouvaient être inventés de toutes pièces et tout le monde hochait la tête. Camille pouvait dormir jusqu'à midi et recevoir des compliments pour sa créativité.
Je pouvais publier un article de recherche et on me disait que je travaillais trop dur. C'est l'eau dans laquelle nous avons grandi, tante Delphine. Et je comprends que vous ayez fait partie de ce courant sans le vouloir, mais je ne peux pas venir pour Thanksgiving. Pas parce que je suis en colère, parce que je suis en train de guérir. Et la guérison demande de la distance. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, Marlo, c'est l'une des choses les plus matures que j'ai jamais entendu quelqu'un de notre famille dire. J'ai dit, merci. Elle a dit, puis-je te dire une dernière chose? J'ai dit, oui. Elle a dit, j'ai vu l'article dans la section Affaires sur toi. Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai découpé et je l'ai mis sur mon réfrigérateur. Et je veux que tu saches que toute la famille l'a vu maintenant, ma chérie. Tout le monde, Rowan m'a appelé le jour où il est sorti. Oncle Bertram m'a appelé. Même ta cousine Sibine en Géorgie m'a appelé. Tout le monde sait maintenant, Marlo. Tout le monde sait la vérité. J'ai dit, oh. Elle a dit, ta mère ne leur a pas dit. C'est sorti de lui-même. Et maintenant, elle doit tout rétracter et elle ne le peut pas. C'est pour ça qu'elle est si mal en point, parce que pour la première fois de sa vie, elle ne peut pas contrôler l'histoire. J'ai réfléchi à ça un moment. J'ai dit, tante Delphine, merci de me l'avoir dit. Je le pense. Elle a dit, ma chérie, j'espère que tu sais que je suis fier de toi. J'ai dit, merci. Elle a dit, et je dirai à ta mère que tu ne peux pas venir pour Thanksgiving. Je le lui dirai gentiment. J'ai dit, merci pour ça aussi. Nous avons raccroché. Je suis resté assise près de la fenêtre de mon appartement, regardant l'East River, et j'ai laissé quelque chose de calme s'installer en moi. Ma mère avait perdu le contrôle de l'histoire. C'était la pièce que je ne savais pas que j'attendais. Pas de vengeance, pas de justification, juste le simple et doux clic de la vérité se réaffirmant dans une famille qui avait passé 30 ans à la plier dans une forme qui ne plaisait qu'à une seule personne. L'article avait été publié dans une publication économique nationale le 4 novembre. Ingrid avait coordonné l'interview et un journaliste très gentil nommé Tobin Marsh avait passé 2 heures avec moi dans une salle de conférence à Aldenveille, me posant des questions sur mon parcours, mes recherches et mon nouveau rôle. Il m'avait demandé à un moment donné des informations sur ma famille et j'avais seulement dit que ma famille était compliquée mais que je devais beaucoup à ma grand-mère Opel Whitfield qui m'avait appris que le monde était plus grand que la pièce où j'avais été élevé. Il avait utilisé cette citation comme phrase de conclusion de l'article. Je n'avais pas envoyé l'article à ma famille. Je n'en avais pas eu besoin. La semaine suivante, je me suis envolé pour Londres pour un voyage d'affaires. J'ai dîné seul dans un petit restaurant italien près de mon hôtel le soir de Thanksgiving et j'ai commandé un verre de vin rouge et je l'ai levé silencieusement à ma grand-mère et je me suis senti pour la première fois depuis longtemps en paix. Mon téléphone n'a pas sonné cette nuit-là, mais il a sonné le lendemain matin. C'était Camille. J'ai fixé son nom sur l'écran. Ma sœur et moi ne nous étions pas parlé depuis près de 5 mois. Je ne l'avais pas bloquée, mais je ne l'avais pas non plus contactée et elle ne m'avait pas contacté non plus. J'ai pensé à laisser sonner, mais j'ai ensuite pensé à ce que tante Delphine avait dit, que Camille avait déménagé à Los Angeles, qu'elle avait dit qu'elle en avait fini d'être l'enfant prodige. J'ai décroché. J'ai dit, salut, Camille. Elle a dit, Marlo. Sa voix était différente. Ce n'était pas la voix vive et soignée qu'elle utilisait dans ses publications sur les réseaux sociaux. Elle était calme, presque petite. Elle a dit, je suis désolée d'appeler si tôt. Je suis à Londres. Je me suis assise dans mon lit d'hôtel. J'ai dit, attends, tu es où? Elle a dit, j'ai pris l'avion hier. Je loge dans une auberge de jeunesse à Shortage. Je suis venu ici parce que j'avais besoin de quitter le pays pendant un moment et Londres était le vol le moins cher et je n'avais pas de plan et je n'ai toujours pas de plan. Et j'ai vu sur ton profil professionnel en ligne que tu voyageais ici cette semaine et je ne sais pas pourquoi je te dis ça, Marlo, mais je n'avais personne d'autre à appeler. Je n'ai rien dit pendant un moment. Elle a dit que je savais que tu me détestais probablement. Je sais que j'ai été terrible. Je sais que je t'ai tout pris et que je ne m'en suis même pas rendu compte. Maman m'a dit la semaine dernière ce qu'elle avait fait à ta remise de diplôme et je ne le savais pas Marlo, je jure devant Dieu que je ne le savais pas. Elle m'a dit que tu lui avais demandé de ne pas venir. Elle m'a dit que toi et moi aurions notre propre dîner plus tard. Je l'ai cru. Je l'ai toujours cru. J'étais assise là, dans la lumière du matin londonien, et j'ai pensé à ma sœur.
J'ai dit, Camille, où es-tu à Shortage? Elle m'a donné le nom de l'auberge. J'ai dit, prends tes affaires. Rejoins-moi à mon hôtel dans 1 heure. C'est celui de Charlotte Street. Je te paierai une nuit dans une chambre correcte pendant que nous trouverons ce que tu vas faire ensuite. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, Marlo, je ne mérite pas ça. J'ai dit, je sais, mais je vais le faire quand même parce que Nana l'aurait fait. J'ai raccroché. Je suis resté assise un moment à regarder la pluie londonienne frapper ma fenêtre, et j'ai pensé à combien de virages une vie peut prendre en une seule année. Et puis je suis sorti du lit pour aller rencontrer ma sœur. Camille est arrivée à mon hôtel 40 minutes plus tard avec un petit sac à dos et une valise à roulettes et des cheveux qui n'avaient pas été lavés depuis des jours. Elle avait 26 ans, 3 ans de moins que moi. Mais debout dans ce hall d'hôtel, elle ressemblait à une adolescente qui venait de se perdre. Je l'ai serrée dans mes bras avant de dire quoi que ce soit, et elle a pleuré sur mon épaule pendant une bonne minute, et le concierge a très tactiquement fait semblant de ne pas remarquer. Je lui ai pris une chambre au même étage que la mienne. Je l'ai envoyée à l'étage pour se doucher et se changer. J'ai commandé le service d'étage dans ma chambre, assez de nourriture pour 2 personnes, et je me suis assise dans le petit coin salon près de ma fenêtre et je l'ai attendue. Elle est revenue 1 heure plus tard, en vêtements propres, avec les cheveux mouillés et les yeux rouges mais plus calmes. Elle s'est assise en face de moi. Elle a regardé la nourriture, elle m'a regardé et elle a dit, Marlo, je ne sais pas par où commencer. J'ai dit, commence où tu veux. Elle a dit, je suis malheureuse depuis des années. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste laissé continuer. Elle a dit, tout le monde pense que j'ai une vie formidable. Tout le monde pense que j'ai la vie facile et je sais que ça en a l'air et je sais que je l'ai fait paraître ainsi, mais Marlo, je n'ai pas eu de vrai travail depuis 3 ans. Je n'ai jamais payé mon propre loyer. Je n'ai jamais souscrit à ma propre assurance maladie. Maman paie tout et papa signe les chèques sans poser de questions et j'ai passé ma vingtaine comme une décoration dans leur maison. J'ai 26 ans et je n'ai jamais pris une décision qui comptait. Elle pleurait à nouveau. Elle a dit, et je t'ai observé toute ma vie faire tout de la manière la plus difficile. Tu as travaillé, tu as étudié, tu es parti, tu as construit des choses. Et maman m'a fait sentir que tu étais le contre-exemple. Elle avait l'habitude de s'asseoir à la table de la cuisine et de me dire, ne sois pas comme ta sœur. Ne repousse pas tout le monde. Ne te soucie pas tant d'être intelligente. Aucun homme ne veut d'une femme qui l'intimide. Elle l'a répété encore et je l'ai cru. Je l'ai cru parce que c'était ma mère et parce que c'était plus facile de la croire que de penser par moi-même. J'étais assise là tranquillement et j'écoutais. Je n'ai pas interrompu. Elle a dit, et puis la remise des diplômes est arrivée et maman m'a dit que tu ne voulais pas que nous venions et je n'ai pas remis ça en question. J'étais tellement concentré sur ma fête. J'étais tellement concentré sur moi-même. Je ne t'ai même pas appelé après. Je n'ai même pas envoyé de SMS. J'ai laissé passer tout un week-end, Marlo. Et je n'ai pas pensé à toi une seule fois. Et puis l'histoire de la maison est arrivée, et maman m'a dit que tu avais volé mon héritage, et je me suis tellement mise en colère. Et j'ai dit des choses sur toi à nos cousins dont j'ai si honte maintenant. Elle s'est essuyé les yeux, elle a dit. Et puis l'article est sorti, et je suis resté dans mon lit à Sacramento, et je l'ai lu, et je l'ai relu, et j'ai regardé ta photo, et je n'ai pas reconnu ma propre sœur. Pas parce que tu avais l'air différente, parce que je t'ai enfin vue. J'ai vu qui tu étais vraiment. Et j'ai réalisé que toute notre famille avait raconté une histoire sur toi qui n'avait rien à voir avec la vraie toi. Et j'en avais fait partie. J'en avais été la plus grande partie. Elle m'a regardé. Elle a dit, Marlo, je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas de m'aider. Je te demande juste de me laisser m'asseoir ici et de te dire que je suis désolé parce que je ne pense pas te l'avoir jamais dit de toute ma vie et j'aurais dû le dire 1000 fois. J'ai réfléchi un moment. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, Camille, veux-tu savoir ce que je pense vraiment? Elle a dit, oui. J'ai dit, je pense que toi et moi avons toutes les deux été victimes de la même histoire. Elle nous a juste donné des rôles différents. Tu as eu le rôle de la jolie. J'ai eu le rôle de l'utile. Aucun de ces rôles n'était toi ou moi. C'étaient des personnages que maman avait besoin que nous jouions pour que sa vie ressemble à la vie qu'elle voulait avoir. Et quand tu joues un personnage assez longtemps, tu oublies qui tu es vraiment. Elle pleurait tranquillement. J'ai dit, je ne te déteste pas, Camille.
Je ne te déteste plus depuis longtemps, mais j'en ai tellement marre de toi. Et j'en ai tellement marre de faire semblant que je n'en avais pas marre. Elle a hoché la tête. J'ai dit, alors, voici ce que je suis prête à faire. Je te laisserai rester dans cet hôtel pour le reste de mon voyage, c'est-à-dire 3 nuits de plus. Je t'achèterai un billet d'avion pour Los Angeles ou où que tu veuilles aller. Mais après ça, Camille, je ne paierai pas ton loyer. Je ne t'enverrai pas d'argent. Je ne résoudrai pas ta vie pour toi. Tu as 26 ans et tu as un diplôme universitaire et tu vas devoir trouver comment être une personne maintenant. Si tu veux une sœur, je suis là. Si tu veux un distributeur automatique, je ne le suis pas. Elle a dit, je comprends. J'ai dit, et encore une chose. Elle a dit, oui. J'ai dit, tu ne peux pas m'utiliser pour faire du mal à maman. Tu ne peux pas venir me voir chaque fois que tu te disputes avec elle et t'attendre à ce que je prenne parti. Si tu veux une vraie relation avec moi, tu dois la construire directement avec moi, pas à travers elle, pas contre elle, juste avec moi. Elle a dit, d'accord. Nous avons mangé le service d'étage ensemble. Nous n'avons pas parlé de la famille pendant le reste de ce repas. Elle m'a parlé d'une boulangerie à Silver Lake où elle allait presque tous les matins. Je lui ai parlé de mon appartement à New York. Nous avons ri une fois, juste une fois, de quelque chose de stupide que notre cousin Rowan avait dit lors d'un barbecue familial en 2018 et cela a semblé être un petit pont fragile. Elle est restée à Londres 3 nuits de plus. Le dernier matin avant de rentrer à New York, je lui ai acheté un billet pour Los Angeles et je lui ai donné une petite enveloppe avec $2000 en espèces. Et j'ai dit, Camille, ce n'est pas une allocation. C'est un tremplin. Utilise-le à bon escient. Fais un dépôt de garantie pour un appartement. Achète des provisions. Ne le dépense pas en vêtements. Elle a dit, d'accord. Elle m'a serré dans ses bras à l'aéroport. Elle a dit, Marlo, merci. J'ai dit, prends soin de toi. Elle a dit, je le ferai. Je l'ai regardé se diriger vers sa porte d'embarquement et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. J'ai ressenti de l'espoir, pas de la certitude, pas de la confiance, juste de l'espoir parce que pour la première fois de ma vie, ma sœur et moi nous trouvions dans la même réalité. Je suis rentré à New York cet après-midi-là. Le reste du mois de novembre est passé rapidement. J'ai terminé mon premier trimestre majeur à Aldenval avec des chiffres qui ont fait que Xavier m'a regardé de l'autre côté d'une table de salle de conférence et n'a pas exactement hoché la tête une fois, ce qui était le plus grand compliment qu'il ait jamais fait à quelqu'un. Ingrid m'a invité à un dîner très calme pour célébrer. Et elle a dit, Marlo, je veux que tu saches que lorsque j'ai apporté ton dossier à Xavier 14 mois avant que nous t'engagions, je lui ai dit que je pensais que nous pourrions être en train de regarder l'une des meilleures embauches de la décennie. Et je veux que tu saches que je ne me suis pas trompé. J'ai dit, merci. Elle a dit, ne me remercie pas. Je ne t'ai pas fait ce que tu es. Ta famille l'a fait d'une manière qu'ils ne comprendront probablement jamais. Je suis resté avec ce commentaire pendant longtemps après la fin du dîner. Elle avait raison d'une manière étrange. Ma famille ne m'avait pas construite exprès. Ils m'avaient construite par accident, en me laissant seul, en m'ignorant, en me donnant l'espace que je n'avais jamais voulu, mais dont j'avais eu besoin pour devenir qui j'étais. S'ils m'avaient célébré, j'aurais peut-être arrêté d'essayer si fort. S'ils m'avaient aimé comme ils aimaient Camille, je serais peut-être devenu à l'aise. Leur négligence avait été le vent qui m'avait poussé dans la mer, et la mer s'était avérée être ma maison. Je ne dis pas ça pour rendre ce qu'ils ont fait acceptable. Ce n'était pas acceptable. Ce ne le sera jamais. Mais je le dis parce que je comprends maintenant que la douleur, bien gérée, peut construire quelque chose au lieu de seulement briser quelque chose. Décembre est arrivé, Noël est arrivé, je suis resté à New York, je ne suis pas rentré à la maison. Mon père m'a envoyé une carte de Noël par la poste, écrite à la main, qui disait « Je ne pense qu'à toi, ma puce. Amour, papa ». Je lui en ai renvoyé une qui disait « Je pense à toi aussi. Amour, Marlo ». Camille m'a envoyé un SMS le matin de Noël qui disait « J'ai trouvé un travail. » Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. C'est dans une librairie à Silver Lake. J'en suis fier. J'ai répondu, je suis fier de toi aussi. Ma mère n'a pas pris contact. Pas ce jour-là. Pas cette semaine-là. Pas avant le 2 janvier 2026, quand j'ai ouvert mon email à mon bureau et que j'ai vu un message d'elle envoyé à 3 heures du matin, heure locale,
avec pour objet, s'il te plaît, lis. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai fait une tasse de café. J'ai regardé par la fenêtre la neige de New York. Je me suis assise et j'ai finalement cliqué. L'email était long. Ma mère n'avait jamais de sa vie écrit un long email. Elle était une adepte des SMS, des appels, une bavarde. Elle utilisait l'email comme on pourrait utiliser un fax, uniquement quand rien d'autre ne fonctionnait et uniquement pour les choses qu'elle considérait comme officielles. Cet email était différent. Cet email faisait 2000 mots. Je l'ai lu 2 fois avant de répondre à qui que ce soit à ce sujet, même pas à Rennes, parce que je voulais d'abord m'y attarder. Elle a commencé par écrire « Marlo, je n'écris pas ça parce que je veux quelque chose de toi. J'écris ça parce que j'ai 59 ans et que j'ai enfin réalisé que j'ai passé 30 ans à être une merde non seulement pour ma fille aînée et si je ne mets pas ça par écrit. J'ai peur de perdre le courage de le dire du tout. » Elle a écrit qu'elle avait commencé une thérapie en octobre. Elle a écrit que Camille avait refusé de lui parler pendant 3 mois après avoir déménagé à Los Angeles et que Camille l'avait finalement appelé à la mi-décembre et que cet appel téléphonique avait été l'heure la plus difficile et la plus honnête de sa vie. Marlo a lu l'email de sa mère, qui confessait de profondes vérités familiales. Sa mère a admis qu'elle avait conditionné Camille à être une ratée pour se sentir nécessaire et que la famille avait finalement cessé de la protéger. Plus important encore, elle a avoué qu'elle avait manqué la remise de diplôme de Marlo à Stanford par jalousie et insécurité quant à son propre manque d'éducation, et non parce qu'elle avait oublié. Elle a seulement demandé la chance de mériter le pardon au fil du temps grâce à la thérapie, admettant qu'elle ne savait pas comment aimer une fille dont elle était jalouse. Après avoir digéré sa colère, son chagrin et une tendresse surprenante, Marlo a attendu 3 semaines pour répondre. Elle a remercié sa mère pour la vérité, a déclaré qu'elle n'était pas encore prête pour une relation et l'a exhortée à poursuivre la thérapie pour elle-même. Elle a terminé en disant qu'elle l'aimait toujours. Marlo s'est concentrée sur sa carrière, donnant une conférence principale à Tokyo. À l'été 2025, elle a organisé une petite réunion dans la maison de sa grand-mère à Berkeley. Elle a invité son père, Camille et des amis proches, mais pas sa mère, qui a accepté la limite avec une maturité nouvelle. Entourée de ceux qui étaient vraiment là pour elle. Marlo a réalisé que la famille se définit par ceux qui vous soutiennent, et non seulement par le sang. La vie a continué paisiblement. Camille est devenue indépendante, travaillant dans une librairie et sortant avec un homme gentil. Le père de Marlo a entamé une thérapie de couple et a soutenu Marlo sans la pousser. Marlo et sa mère ont commencé à échanger des lettres manuscrites mensuelles, reconstruisant lentement leur relation. Dans son entreprise, Aldenval, Marlo a été promue directrice principale, gagnant bien plus de 9 millions de dollars. Elle a utilisé sa richesse pour financer une bourse d'études universitaires communautaires, acheter un camion à son père et rembourser les prêts étudiants de son ami. Elle a intentionnellement donné à sa mère le cadeau plus difficile du temps et des présents au lieu de l'argent. Camille et moi parlons d'acheter ensemble un petit chalet de vacances quelque part dans le nord de la Californie. Un endroit qui serait à nous deux, non hérité de personne, non lié à aucune vieille histoire, juste à nous. Nous avons regardé des annonces les week-ends. Ce n'est pas urgent. C'est un projet que nous apprécions parce que c'est la première chose que nous ayons jamais construite ensemble exprès. C'est la pièce sur laquelle je veux m'attarder avant de conclure. Pendant 29 ans, tout dans ma vie avait été construit autour de moi, pour moi, à moi, sans moi. Ma famille avait fait des choix sur ma valeur sans me le demander. Ils avaient raconté des histoires sur mes échecs sans vérifier avec moi. Ils avaient planifié mon héritage sans m'inclure. Ils avaient construit une version de moi qui était plus facile pour eux à vivre que la vraie. Et je les avais laissés faire parce que je ne savais pas que j'avais le droit de dire non. Je veux vous dire, qui que vous soyez qui regardez ceci ou écoutez ceci, quoi que vous êtes amené à mon histoire, que vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non à la famille qui vous a élevé si la famille qui vous a élevé ne sait pas comment vous aimer comme vous êtes vraiment. Vous avez le droit de dire non à la version de vous-même qu'ils ont construite. Vous avez le droit de racheter la maison qu'ils pensaient ne pas vous appartenir. Vous avez le droit d'entrer dans un bureau plein d'étrangers et de les laisser vous voir comme votre propre famille a refusé de le faire. Vous avez le droit de dire à votre mère, je t'aime et je ne rentre pas à la maison cette année. Et ces deux choses peuvent être vraies en même temps. Les limites ne sont pas le contraire de l'amour. Les limites sont la forme que prend l'amour quand il décide enfin de se protéger. Je veux que vous entendiez ça à nouveau parce que ça m'a pris 29 ans pour l'apprendre et je ne veux pas que ça vous prenne aussi longtemps. Les limites ne sont pas le contraire de l'amour.
Les limites sont la forme que prend l'amour quand il décide enfin de se protéger. J'étais assise dans un auditorium vide il y a un an et j'ai vu 4 chaises rester vides et j'ai pensé que ce jour était le pire jour de ma vie. Ce n'était pas le cas. C'était le jour le plus important de ma vie parce que ce jour-là, j'ai arrêté d'attendre. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est enfin, doucement immobilisé. Et dans le silence qui a suivi, j'ai pu entendre ma propre voix pour la première fois et ma propre voix a dit « On a fini ici. On a fini ici ». Ces 3 mots ont tout changé. Si vous regardez encore ceci, merci. Je sais que c'était une longue histoire. Je sais que vous m'avez donné votre temps et je ne prends pas ça à la légère. Si une partie de mon histoire vous a rappelé la vôtre, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes plus nombreux que vous ne le pensez. Il y a plus de filles, plus de fils, plus de frères et sœurs, plus de gens dans des auditoriums silencieux que le monde n'en parle. Et chacun d'entre nous a le droit de sortir de cet auditorium, de continuer à marcher et de découvrir qui nous attend de l'autre côté. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, veuillez envisager de lui donner un « j'aime ». Cela aide vraiment des histoires comme la mienne à atteindre les personnes qui ont besoin de les entendre. Si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Et si vous avez votre propre histoire sur une famille qui ne savait pas comment vous aimer ou un moment qui a tranquillement changé la direction de votre vie, j'aimerais beaucoup la lire dans les commentaires. Je les lis, tous, même les longs, surtout les longs. Merci de vous être assis avec moi.